Oui, donc je disais, le premier épisode était, je dirais, une entrée en matière où on avait souhaité faire le lien entre cette période post-Jeux Olympiques et surtout la thématique de la vie de club qui est au cœur de notre vie fédérale et sportive. Et nous avons eu un excellent témoignage de Jules Roland qui nous a parlé de son parcours et puis de sa vie dans son club de toujours, Torigny-Fouillard. Et puis, nous avons aussi pris le temps de parler de l'offre sportive avec la présentation de Stéphane Lelon, directeur du pôle développement à la fédération. Et aujourd'hui, donc, on enchaîne sur une toute autre thématique, mais non moins importante, celle du cadre réglementaire du sport en France, avec les différents acteurs et leurs relations avec la Fédération française de tennis de table. Euh, un sujet qui peut paraître comme ça au premier abord difficile, mais justement, je pense que dans notre expérience et dans notre engagement de dirigeants bénévoles, à quelque niveau que ce soit, on est amené à rencontrer ce type de problématique, ce type de relation, tout simplement, et aborder ce thème avec une expertise fine, ça permettra, je pense, de mieux comprendre les enjeux, de peut-être anticiper certaines problématiques, et puis aussi tout simplement de se questionner sur voilà, sa motivation, son engagement, et peut-être se dire, tiens, je ne connaissais pas telle ou telle instance, telle ou telle thématique liées à la pratique sportive, eh bien, pourquoi pas demain m'engager dans une mission ou une autre. Donc, avoir une vision large de l'environnement de la fédération, c'est aussi se mettre en réussite en tant que dirigeant et puis peut-être se projeter sur les années à venir de manière différente. Pour aborder cette thématique, on a fait appel à Adrien Dodu, qui, en plus d'être le trésorier de la fédération, œuvre depuis de longues années sur la formation des dirigeants. Et c'est l'occasion pour moi de te remercier, Adrien, pour tout ce que tu fais pour les dirigeants du tennis de table depuis de longues années, et en particulier ces dernières saisons à travers la série de webinaires thématiques que tu proposes et qui rencontre un grand succès. Donc, je te remercie d'être là et puis je te passe la parole tout de suite. Ah bah, écoute Bruno, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous encore ce soir. Toujours un plaisir. Juste quelques mots pour me présenter. Donc, Bruno l'a dit, je suis actuellement trésorier de la fédération. Au-delà de ça, j'ai fait ma carrière dans l'expertise comptable et commissariat au compte dans 2 cabinets, KPMG et Orcom, où je me suis spécialisé dans le secteur sportif. Donc, j'intervenais principalement pour des ligues, fédérations, ligues, comités, clubs. Et ensuite, pendant une douzaine d'années, j'ai intégré la Fédération française du sport universitaire, où j'ai été en charge de l'accompagnement des ligues sur pas mal de problématiques et de la fédération, sur tout ce qui était comptabilité, fiscalité, gestion juridique et gestion sociale. Voilà. Et puis là, maintenant, depuis 2 ans, je travaille dans un CFA des métiers du sport à Orléans. Et à côté de ça, au-delà de mon engagement bénévole, je suis consultant ou formateur pour différentes fédérations en fonction des besoins et j'interviens principalement pour la fédération de natation, mais j'interviens aussi de temps en temps pour la fédération française de triathlon, je suis intervenu pour le badminton, cross, GDOS, voilà. Donc, pas mal d'expériences associatives. Si on va voir un petit peu aujourd'hui là, tout un peu le cadre réglementaire du sport en France, c'est pas le plus motivant, mais vous verrez que c'est pas inintéressant. Il y a beaucoup de croyances, etc. Donc c'est intéressant de remettre un petit peu les choses dans un contexte juridique. Et il y aura des temps de questions, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais je n'ai pas la réponse, parce que je suis pas non plus tout sachant, donc je ferai les recherches nécessaires pour y répondre. Voilà. Oui, On attaque, Bruno? oui, on peut juste signaler que si les questions viennent avant les temps de pause que tu as prévus, vous pouvez les écrire dans la conversation et puis on les remontera à Adrien le moment venu. Pas de souci. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de l'organisation du sport en France sur un volet un peu juridique, parce qu'en fait, le sport en France est géré par l'État. Voilà. Et l'État, comme tout organisme, pour gérer quelque chose, met en place des lois. Et à nous, toutes les lois liées au sport sont récapitulées dans le Code du sport.
Donc en fait, on va voir que une fédération, ça se trouve au centre de plusieurs choses. C'est-à-dire que au-dessus de la fédération, vous avez le ministère des Sports. En parallèle de la fédération, vous avez les ligues et les comités. Et ensuite, vous avez les adhérents que sont les clubs et les licenciés qui sont adhérents des clubs. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on va voir jusqu'à présent. Je vous ferai remarquer d'ores et déjà que les ligues et les comités, j'ai pas les ligues qui sont au-dessus des comités, puisqu'on va voir tout à l'heure que les ligues et les comités, finalement, sont l'émanation de la même décision. Une fédération, c'est quelque chose qui est normé, donc c'est le L131-1 du Code du sport. Donc, elle est chargée d'organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est le tennis de table, mais vous verrez que c'est le tennis de table sous plusieurs formes. Donc, voilà. Et en toute indépendance. Pour pouvoir organiser cette pratique sportive, les fédérations disposent d'un agrément qui est délivré par le ministère des Sports, qui est valable pour 8 ans, qui est renouvelable, et dans lequel, à travers cet agrément, la fédération s'engage à remplir ses missions de service public. Et on va voir qu'elles sont plutôt nombreuses. Donc, il y a la partie sportive, mais il n'y a pas que. Et il n'y a pas que, ça a été renforcé par le contrat d'engagement républicain, où cet engagement ce contrat d'engagement républicain a donné un volet encore plus sociétal aux fédérations sportives. Voilà. J'attire votre attention sur le fait que l'agrément peut être retiré si jamais la fédération ne remplit pas sa mission. Au-delà de l'agrément, la fédération bénéficie d'une délégation. Une délégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas organiser tout. Chaque discipline a une fédération délégataire. Là encore, c'est un contrat et les durées sont fixées par décret. Ça veut dire que pour le tennis de table, par exemple, la fédération de tennis de table a une délégation du ministère pour le tennis de table. On retrouve la même chose au foot, au basket, au volley, etc., etc. Voilà. Ça permet d'avoir une structuration du sport et une structuration du sport par discipline sportive de façon à ce que chacun reste de son domaine de compétences. Les missions d'une fédération, elles aussi, elles sont normées. Et en fait, elles sont là pour les fédérations délégataires, donc pour tout ce qui est organisation des compétitions sportives, pendant lesquelles sont délivrés tous les titres internationaux, nationaux, régionaux, départementaux. Donc là, on retrouve ce qu'on connaît le plus, donc toute la partie organisation sportive. Les fédérations sont aussi en charge de tout ce qui est sélection nationale et internationale. Elles ont également le projet de performance fédérale, le PPF. C'est-à-dire c'est tout le projet qui va expliquer, qui va contractualiser comment la fédération va monter vers l'excellence sportive. On est aussi en charge au niveau d'une fédération de tout ce qui est reconnaissance professionnelle des sportifs de haut niveau et de toute la gestion des différentes listes. On verra, elles sont au nombre de 4. Et ça, on en parlera, on fera un petit zoom à la fin là-dessus. Donc en fait, dans le code du sport, ça se traduit de la manière suivante. Les fédérations délégataires, elles édictent les règles techniques propres à chacune de leurs disciplines. Tous les règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations ouvertes à leurs licenciés. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'un licencié. Et tout ce qui est règlement juridique, administratif, financier, auxquels doivent répondre les associations ou sociétés sportives, puisque le sport professionnel et les ligues professionnelles sont aussi gérées par le Code du sport. Donc, toutes les conditions juridiques, administratives et financières pour participer aux différentes compétitions qu'on organise. Donc, on voit bien que finalement, quand on dit une fédération elle fait ce qu'elle veut, on est bien loin de ça. Une fédération ne fait pas ce qu'elle veut. C'est quelque chose de relativement encadré. Et encore une fois, c'est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Dans les missions qui sont imposées, ça a été quelque chose de nouveau. C'est le contrat d'engagement républicain dont je vous parlais tout à l'heure, où le gouvernement a demandé à travers la loi aux fédérations de prendre une part importante dans l'aspect sociétal, donc tout ce qui va être insertion, inclusion, impact sociétal, la santé, etc. Voilà. Donc là, ça a renforcé encore ce rôle-là, bien au-delà du simple aspect sportif. Les fédérations, ça peut être compliqué pour elles d'aller toucher au plus près des licenciés, au plus près des adhérents, au plus près des clubs. Donc, en fait, elles ont la possibilité de déléguer une partie de leur mission à des instances régionaux départementaux. Voilà. Donc, c'est le L131-11. Donc, les fédérations peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux
départementaux une partie de leur attribution. Ça veut dire que, par exemple, moi je suis trésorier de la Ligue du Centre de tennis de table, mais en fait je suis trésorier de la Ligue du Centre de tennis de table de la Fédération française de tennis de table. Donc en fait c'est la fédération qui a donné à la Ligue du Centre de tennis de table la possibilité de la représenter sur le territoire. Il en est de même pour les comités départementaux, et c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de lien hiérarchique entre un comité et une ligue. Voilà. Au-delà de cette délégation, elle doit aussi en assurer le contrôle budgétaire. C'est-à-dire qu'elle délègue la responsabilité de l'organisation, mais elle en assure le contrôle budgétaire de façon à ce que s'il y a un problème financier, celui-ci puisse être anticipé et géré. Et c'est bien prévu puisqu'elle contrôle l'exécution de cette mission. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas dans n'importe quelle condition. Et on notamment accès aux documents relatifs à la gestion et la comptabilité de ces organes. Donc en fait, les ligues et les comités, si juridiquement elles sont indépendantes, puisque ce sont des associations de la 1901, opérationnellement, juridiquement, elles ont aussi un devoir vis-à-vis de la fédération, puisque c'est la fédération qui leur délègue une partie des missions qui ont été elles-mêmes déléguées par le ministère. Les fédérations ont aussi dans leur prérogatives tout ce qui est gestion des équipes de France. C'est-à-dire que ce sont les seuls qui peuvent utiliser le titre France ou équipe de France 2. À titre d'exemple, la Fédération française de tennis de table est la seule fédération à pouvoir délivrer le titre de champion de France de tennis de table. Elle est la seule à pouvoir avoir une équipe de France de tennis de table. Et en fait, ça va bien au-delà, puisqu'elle gère le tennis de table sur l'ensemble de sa discipline. Et par exemple, la Fédération internationale ne reconnaît que la Fédération française de tennis de table. Et donc, pour la Fédération internationale, on gère le tennis de table sous toutes ses formes, c'est-à-dire le valide et le handi. Ça se concrétise comment ? Eh bien, par exemple, quand l'équipe de France handisport veut s'inscrire à une compétition, eh bien, ça passe par la Fédération française de tennis de table. Donc ça, c'est l'article L131-22. Donc en fait, à aucun moment, une autre fédération ou une autre structure peut faire valoir le titre de champion de France de tennis de table ou équipe de France de tennis de table. C'est une grosse responsabilité qui sont données à l'ensemble des fédérations sportives, parce que c'est toute la représentation nationale qu'il y a derrière, et on va voir qu'il y a des gros enjeux là-dessus. En France, l'ensemble des fédérations, c'est des fédérations de clubs. C'est-à-dire que les licenciés prennent une licence auprès de la fédération, on va voir ce que c'est juste après, mais les adhérents d'une fédération, c'est les clubs. Et ça se voit d'autant plus cette année, puisque dans l'ensemble des fédérations délégataires, les clubs vont devoir voter lors des assemblées générales. C'est-à-dire que c'est la première fois où l'État a imposé à l'ensemble des fédérations le vote de ses adhérents. C'est pour ça qu'on sollicite les clubs pour voter dans l'ensemble des sports, parce que le principe, c'est de faire voter les adhérents. Donc on est dans une fédération de clubs, comme n'importe quelle autre fédération délégataire. Après, on peut avoir d'autres membres, comme des personnes physiques. Dans certaines fédérations, vous pouvez prendre une licence directement à la fédération. Ou alors d'autres organismes à but lucratif ou non lucratif et les sociétés sportives. Mais le principe, c'est une fédération de clubs. Et ça, toutes les fédérations sont sous ce même principe-là. Si vous allez voir le code du sport, vous avez à la fin ce qu'on appelle les DSO, directives statutaires obligatoires. Ça veut dire que c'est les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans les statuts des fédérations pour l'ensemble des fédérations. C'est l'une des conditions pour avoir la délégation et la reconnaissance de l'État. Voilà. Donc, encore une fois, on est une fédération de clubs. Les adhérents d'une fédération, ce sont les clubs. On parle souvent de la licence, de vraies licences, de fausses licences, etc. La licence est quelque chose de normé. Donc, c'est le L131-6. La licence est délivrée par une fédération sportive en son nom. Donc, c'est pour ça que les licences peuvent être délivrées soit directement par la fédération, soit par les ligues et les comités. Et c'est un droit, c'est-à-dire qu'elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent, et selon des modalités fixées par les statuts, à son fonctionnement, etc. Ça veut dire qu'en fait, la licence, c'est la possibilité pour le détenteur de participer aux activités fédérales. Après, elles peuvent être régulières ou pas. C'est cette possibilité-là
de participer à une activité fédérale. Donc on voit bien que c'est quelque chose de normé, on ne peut pas appeler licence tout et n'importe quoi. Les statuts de la fédération, quelle qu'elle soit, peuvent prévoir que tous les membres de l'association soient titulaires d'une licence sportive, au-delà de la partie cotisation. C'est-à-dire que quand vous faites un chèque à un club, vous avez la partie cotisation qui est l'adhésion quelque part à l'association, au club. Et après, en parallèle, vous avez la partie, on parle souvent de la part comité, ligue et fédé. Donc ça, c'est la partie licence qui remonte à la fédération et qui donne le droit de participer à l'ensemble des activités de la fédération. Les statuts peuvent dire tous les adhérents du club doivent être membres de la fédération. Donc ce qui peut être compliqué chez certains et pas chez d'autres, mais c'est une possibilité qui est donnée aux fédérations sportives. Voilà. Donc quand on parle de fausse licence ou de vraie licence, en fait, il n'y a pas de fausse ou de vraie licence. Une licence est une licence, on le voit bien. Ce qui va différencier les deux, c'est plus le rythme de la pratique, en fait. Voilà. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions? J'en ai pas vu dans le chat. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Pour l'instant, il y en a pas dans le chat pour l'instant, mais si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser la petite fonctionnalité lever la main et on vous donne la parole. Peut-être pour lancer, parce que des fois la première question est la plus laborieuse. Pendant le Covid, on a eu le débat, puis ça a duré un peu après aussi, sur licence versus adhésion au club. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur ce point? En fait, l'adhésion au club, on pourrait très bien imaginer, c'est l'adhésion à l'association en tant que telle. C'est-à-dire que c'est la part qui va rester au club financièrement, mais c'est aussi le fait de participer à l'activité du club, assemblée générale du club, etc. Donc, je peux être adhérent d'un club. La licence, c'est le fait d'adhérer à la fédération. Ça veut dire que je vais avoir la possibilité de participer à l'ensemble des activités fédérales. À aucun moment, et c'était tous les débats, ça a été beaucoup de débats pendant la période Covid, on voit bien que c'est pas lié à un rythme de compétition ou quoi que ce soit, ça va bien au-delà. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs positions qui ont été faites sur le fait qu'on ne remboursait pas à un moment les codes-parts de temps, en fait. Parce que c'est le fait d'adhérer à quelque chose. On peut très bien imaginer que si jamais les statuts de la dite fédération n'imposent pas à tout le monde d'être licencié, on peut très bien imaginer que le club va avoir 800 adhérents, donc 800 personnes qui vont participer à la vie du club, 800 personnes qui vont participer à la vie du club à tous les niveaux, que ce soit réglementaire avec l'Assemblée générale, etc., mais aussi la vie sportive, etc. Et que sur les 800-là, il n'y en a que 600 qui souhaitent participer aux activités de la fédération dans la discipline concernée. Et là, pour participer à l'activité de la fédération, ils vont prendre une licence fédérale. Voilà. Après, dans les points importants pour ceux qui sont dirigeants de comité et ligue, ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, on va le voir par la suite, c'est vraiment une délégation de la fédération. Vous avez des fédérations où il y a les ligues et les comités, un peu comme le tennis de table dans beaucoup de territoires. Vous avez d'autres fédérations, comme le triathlon par exemple, où vous avez que les ligues et vous avez très peu de départements parce que l'activité ne se justifie pas. Voilà. Juste une petite anecdote pour revenir sur l'adhésion dans un club, etc. La fédération de natation impose à ce que l'ensemble des adhérents d'une association soient licenciés à la fédération de natation. Ça leur a valu quelques adaptations pour les clubs omnisport, par exemple, puisque c'était compliqué pour un club omnisport que tous les adhérents au club omnisport, puisque c'était la seule entité juridique, soient également licenciés à la Fédération française de natation, puisqu'on retrouvait des sections de tennis de table, de badminton, etc., et qu'il n'était pas concevable que ces personnes-là soient licenciées à la Fédération française de natation pour des questions purement juridiques. D'autres questions ? Merci Adrien. Écoute, Frédéric, moi je vois pas de main levée. Non, pas de main levée non plus. Non. Je pense que tu peux enchaîner, Adrien. On continue alors. Alors, maintenant, on va faire un zoom vraiment sur le tennis de table. Puisqu'après tout, c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. Donc, en fait, le tennis de table, pour la fédération, il y a différents acteurs qui vont interagir. On va le voir, il y a l'ITTF, la Fédération internationale de tennis de table. Il y a le CNESF, le Comité national olympique et sportif français, l'ANS et le ministère des Sports.
Je vous en ai mis que quelques-uns, les principaux en tout cas. Donc en fait, le premier qu'on va voir, c'est le Comité national olympique et sportif français. Donc en fait, le Comité olympique et sportif français va avoir son importance pour la fédération, parce que la Fédération française de tennis de table fait partie des fédérations olympiques, dites olympiques. Voilà. Donc en fait, la mission du CIO, va y avoir plusieurs types de missions. Il va y avoir déjà la représentation du Comité international olympique en France. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de missions liées aux Jeux olympiques. Par exemple, il veille à la protection de la propriété olympique. C'est-à-dire que tout ce qui est drapeaux, les anneaux, etc., c'est lui qui est en charge de la protection de tout ça sur le territoire. Le Comité national olympique et sportif français, c'est aussi lui qui va engager la délégation lors des Jeux olympiques principalement. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs ou le staff qui sont sélectionnés pour participer aux Jeux olympiques, ils sont gérés directement par le CNOSF. Voilà. Il va aussi avoir un gros rôle dans l'accompagnement des villes qui sont candidates. Ça a été le cas pour Paris, ça va encore être le cas pour les Jeux olympiques d'hiver. Et après, il a aussi une mission de jouer l'interface entre le CIO et le pouvoir public français. Donc ça, c'est pour sa mission orientée Jeux olympiques. Ensuite, il va avoir aussi une mission de représentation du mouvement sportif et des missions liées à l'olympisme. Donc les missions liées à l'olympisme, on va retrouver la promotion de l'olympisme, la diffusion de l'olympisme dans les programmes de formation, l'accompagnement et la création des activités d'institutions qui se consacrent à l'éducation olympique, la promotion des messages de paix à travers le sport, tous ces éléments-là qui vont faire qu'il a beaucoup de missions qui sont liées à l'olympisme, la gestion de la charte olympique, etc. Et après, il va y avoir les missions liées au mouvement olympique. Donc là, c'est toute la participation aux différents travaux, c'est l'animation d'instances francophones, c'est d'autres relations avec d'autres fédérations, etc. Après, dans ses missions de représentation, il va représenter le mouvement sportif en France, et ça se voit beaucoup vis-à-vis du Parlement dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est un acteur fort vis-à-vis des sénateurs ou des députés pour justement faire évoluer l'ensemble du secteur sportif. Il porte aussi la voix des fédérations auprès de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport. Donc en fait, ça va être le représentant de l'ensemble du secteur sportif vis-à-vis de toutes ces instances-là. Il est très actif au moment des élections et il est tout au long des mandats, puisque ça va être un acteur fort dans toutes les évolutions des lois sur le sport. Après, il a aussi une représentation du mouvement sportif à l'international, ne serait-ce qu'auprès du CIO. Ensuite, il y a la conduction des délégations, donc ça on en a parlé, c'est-à-dire que il va accompagner tous les sportifs dans les différentes manifestations qui sont de son ressort. L'accompagnement du mouvement sportif, ça se fait principalement par la mise en place de commissions pour travailler avec les fédérations sur différents sujets. Et à son niveau, il est aussi un acteur dans la résolution de conflits, puisque quand vous êtes en conflit avec une fédération, etc., vous pouvez faire appel au CNOSF dans le cadre de la commission de conciliation. Donc on voit que c'est un acteur, en tout cas, très très fort de la fédération. C'est un acteur très très fort du sport en France et qui représente l'ensemble des fédérations. Pour votre petite histoire, le comité olympique se trouve sur la ligne de tram pas très loin de la fédération, au niveau de la porte, c'est pas la porte d'Ivry, aide-moi Frédéric, porte de l'Italie. À côté du stade Charletti. C'est Coubertin, non? C'est Coubertin. Ouais, c'est à Gentilly. C'est à côté du stade Charletti, oui. Voilà. À côté du stade Charletti, donc pas très loin de la Fédération française de tennis de table. Et pour ceux qui viennent aux assemblées de la fédération, c'est souvent là qu'ont lieu les assemblées de fédération. Ensuite, on a la FFTT. Donc la FFTT créée en 1927, et on trouve dans ses statuts l'ensemble de son champ de compétences. Si vous regardez, déjà, on parle bien du tennis de table pour lequel on a eu la délégation. On va l'avoir juste après la délégation. Donc, en fait, pour le tennis de table, on est en charge du tennis de table en intérieur,
en extérieur, le sandpaper, le hardbar, le tennis de table virtuel, que ce soit sur le forme de e-ping ou de ping VR. Donc, toutes ces disciplines-là dépendent de la Fédération française de tennis de table. C'est la seule qui a eu la délégation du ministère. Et donc, pour toutes ces disciplines-là, il faut organiser, coordonner, développer et contrôler la pratique du tennis de table. Donc, que ce soit en France ou en Outre-mer, pour les territoires ultramarins. Organiser toutes les compétitions, et notamment les championnats de France, mais pas que. Et ça va de la compétition départementale jusqu'à la compétition nationale. C'est-à-dire que même si c'est du département, on délègue au territoire, ligue et comité, la possibilité d'organiser ces compétitions-là. On défend les intérêts moraux et matériels du tennis de table en France. On assure la représentation du tennis de table sur le plan international, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau sportif avec les joueurs, mais également au niveau politique avec les élus. On est chargé de veiller au respect de la charte de déontologie, établie par le CNESF, de mettre en place des mesures pour l'environnement et le développement durable, et de lutter contre toutes les formes de discrimination. Voilà. Donc ça, c'est les missions qui sont statutaires et qui se rapprochent de toutes les directives qu'on a vues là dans le Code du sport. Je vous ai mis là l'article 1er de la délégation. Alors la délégation, on ne va pas la regarder en détail parce qu'elle fait plus de 28 pages, mais juste pour vous montrer comment ça s'écrit. Donc en fait, on voit bien que là, on parle bien d'un contrat. C'est-à-dire qu'il y a un contrat entre la fédération et le ministère des Sports pour la délégation, et c'est paru en arrêté. Donc si vous allez voir l'arrêté du 28 mars 2022, vous devriez le retrouver dans le journal officiel du 31 mars, et pour une entrée en vigueur au 1er avril. Voilà. Et là, il y a toutes les disciplines concernées qui rentrent dans la délégation avec toutes les épreuves qui sont avec. C'est quelque chose d'important parce que c'est ce contrat-là, c'est le respect de ce contrat-là qui va permettre à la fédération de demander le renouvellement de sa délégation. Si jamais la fédération fait n'importe quoi, le ministère n'est pas obligé de renouveler la délégation. Donc soit ne renouvelle pas la délégation et la fédération disparaît, soit sinon elle peut mettre la fédération sous tutelle. C'est déjà arrivé il y a quelques années sur le ski, me semble-t-il. Au-delà de ce contrat, le ministère apporte des moyens. Et ces moyens, c'est entre autres du temps de travail. C'est-à-dire que le ministère, pour aider l'ensemble des fédérations, met à la disposition des fédérations des cadres d'État, donc des agents publics, des fonctionnaires ou des contractuels de l'État, qui exercent leur mission auprès d'eux. Voilà. Donc, ils exercent leur mission auprès de la fédération. À la fédération de tennis de table, on en a 31. Là, il y en a 2 sur la photo à côté du président. C'est Magali Landrier, qui est la directrice générale adjointe, et Jean-Nicolas Barlier, qui est le DTN. Mais vous en avez 31 en tout. Stéphane Lelon, par exemple, Mallory Lanier. On ne va pas tous les citer, mais voilà. Donc, en fait, ce ne sont pas des salariés de la fédération, ce ne sont pas des bénévoles non plus, ce sont des... Alors, pour la plupart, profs de sport, pas enseignants EPS, puisque les enseignants EPS relèvent, eux, du ministère de l'Éducation nationale, c'est ceux qu'on retrouve dans les collèges et les lycées, par exemple. Là, ils sont profs de sport, et en fait, ils dépendent du ministère des Sports et ils exercent leur mission auprès de l'ensemble des fédérations. Donc, nous, on en a 31, ce qui est plutôt un bon chiffre. Vous avez des disciplines où on monte à 70, 80. Ça a été le cas de l'athlétisme, par exemple. Vous en avez où on redescend sur des nombres beaucoup plus faibles. Voilà. Ça dépend des fédérations et du poids de la fédération, puisque les fédérations sont, alors je ne dirais pas classifiées, mais sont aussi, les moyens sont aussi proportionnels aux possibilités des résultats, médaillables, pas médaillables, puisque la contrepartie du contrat qu'on passe avec le ministère pour la délégation, c'est aussi la représentation nationale et donc les médailles sur les compétitions de référence. Donc les compétitions de référence, c'est principalement Jeux olympiques, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc les cadres d'État sont payés par le ministère des Sports pour leur mission et les fédérations peuvent compléter leur salaire, c'est ce qui est prévu là dans le centre S131-12. Les fédérations peuvent, de titre de soumission, leur verser les indemnités dans la limite des conditions fixées par décret. Pourquoi ? Parce que si la France veut garder les meilleurs entraîneurs, etc., il faut les payer plus que ce qu'ils gagnent en tant que fonctionnaire, parce que la rémunération des fonctionnaires est relativement normée dans des grilles, etc. Et donc les fédérations peuvent compléter pour avoir les meilleurs.
Si jamais elles ne le font pas, elles risquent de voir les meilleurs partir à l'étranger et entraîner les équipes concurrentes. Voilà. Donc ça, c'est un apport pour la Fédération de tennis de table. Quand on parle de 31 cadres techniques, on est à plus de 2 millions d'euros de masse salariale chargée. On est même pratiquement à 3 millions. Voilà. Au-delà du ministère des Sports qui attribue ces moyens humains, vous avez une autre structure qui a été créée il y a quelques années qui s'appelle l'ANS, l'Agence nationale du sport, et qui, elle, va allouer des moyens financiers, principalement. Donc les moyens financiers, ça concerne deux parties, principalement, le haut niveau et le développement. C'est-à-dire que elle, sa mission, c'est par rapport aux politiques de performance, etc., c'est de voir comment elles peuvent aider financièrement les fédérations pour atteindre leurs objectifs de performance. Pour vous faire une idée, le haut niveau pour la fédération de table, c'est 1 million d'euros et pour le développement, c'est 270 000 euros. Voilà. Donc, elle, la mission de l'ANS, c'est principalement ça. C'est-à-dire que c'est elle qui finance par exemple, les experts, la participation aux compétitions internationales, les stages, etc., etc. Là aussi, les moyens sont négociés d'année en année entre les fédérations et l'ANS. Et les enveloppes sont gérées directement par elle. L'ANS gère également le PSF, qui bénéficie aux ligues et aux comités, et les dossiers étant instruits par la fédération, mais l'argent venant de l'ANS étant versé par l'ANS. On va retrouver, parce qu'on aime bien ce parallélisme, au niveau des régions, on va retrouver la même chose avec les conférences régionales du sport. Voilà. Qui va être en charge d'avoir un peu la même stratégie, mais au niveau du territoire régional. Autre acteur du tennis de table important, c'est la Fédération internationale de tennis de table, qui est en charge de l'organisation des compétitions internationales, donc championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Faire la promotion du tennis de table, le développement, la formation, les règles du jeu, l'inclusion, la gestion des relations internationales et tout ce qui est gestion des équipements sportifs. Donc tout ça, c'est géré par la Fédération internationale de tennis de table. Je ne vous l'ai pas mis, mais on trouve aussi son pendant au niveau européen avec la Fédération européenne de tennis de table, mais qui a un impact moindre sur le tennis de table que la Fédération internationale. Puisqu'on voit bien, ne serait-ce que pour tout ce qui est les équipements, le matériel, etc., c'est la Fédération internationale qui gère. Les règles du jeu, c'est la Fédération internationale. Les compétitions internationales de référence, c'est géré directement par la Fédération internationale. Voilà. Donc, elle a un réel impact sur notre discipline. La Fédération européenne a plus un rôle d'organisateur pour le moment, en tout cas, elle a plus un rôle d'organisateur que d'autres choses. Donc, juste pour vous faire une idée un petit peu, sur le budget de la fédération, donc on était en 2023. Donc, on était sur un budget de 7,4 millions. Les subventions, dont une grosse partie versée par la l'ANS, c'était 1,7 million. Les licences affiliation, on était à 2,6 millions. Donc, les licences, les personnes physiques, les licenciés des clubs. Les affiliations, c'est l'adhésion des clubs, en fait. Voilà. Les autres produits fédéraux, on est à 1,2 million. Donc, dans les autres produits fédéraux, on va retrouver tout ce qui est engagement en compétition, le critérium fédéral, les mutations, etc. Les prestations de services, 1,3 million. Donc, dans les prestations de services, on va retrouver, entre autres, tout ce qui va être partenariat avec les sociétés commerciales. Et puis, du divers pour 400 000 euros. Voilà. Donc, on voit qu'on a un budget qui est plutôt sur les 4 premiers postes relativement équilibré. Donc, en fait, si on fait la synthèse des acteurs RH autour d'une fédération, on va retrouver différents statuts. On va retrouver les élus, donc ceux qui ont un mandat électif. Donc là, en l'occurrence, pour la fédération, c'est ce qui va se déterminer, se décider le 7 décembre. D'un autre côté, on va avoir des salariés. Donc à la fédération, il y en a à peu près 25. Voilà. Les CTS, cadres conseillers techniques et sportifs, donc là, ils sont au nombre de 31 à la fédération. Et les bénévoles qui vont œuvrer tout au quotidien, dans les commissions, etc. Si vous regardez, vous avez la même chose au niveau des ligues et des comités, avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de CTS, en tout cas plus de CTS à temps plein dans les ligues. Dans certaines ligues, on peut encore trouver des CTS affectés à temps partiel à la ligue. Voilà. Et sinon, on va retrouver les salariés, les élus et les bénévoles, comme dans n'importe quelle autre structure. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas de questions? Est-ce que vous êtes toujours là? J'espère. Il y a toujours 16 participants normalement.
Eh ben, on continue alors. Allez, moi j'ai une petite question, Adrien. Peut-être ça va en faire Allez-y. venir d'autres, mais peut-être si parmi l'audience, là, il y a certainement peut-être des dirigeants de clubs, de comités, ligues. Euh, Tout à l'heure, tu as évoqué le contrat d'engagement républicain. Tu viens d'évoquer, là, il y a quelques minutes, le contrat de délégation. Est-ce que on voit là qu'il y a une tendance aussi un peu des pouvoirs publics vis-à-vis des fédérations d'élargir en fait leur mission, leurs responsabilités sur un volet qui n'est plus seulement la gestion de compétition ou en tout cas la gestion de la pratique sportive compétitive, mais d'aller bien au-delà sur les dimensions citoyennes. Enfin, est-ce que tu peux nous dire peut-être pour faire, parce que c'est assez récent, hein, le contrat d'engagement républicain, c'est dans quel contexte ça s'est un peu renforcé tout ça? Alors en fait, il y a eu plusieurs événements. Comment Il y a eu déjà, on a eu toute la période des attentats, vous vous souvenez, le Bataclan, etc. Où après, il y a eu tout un tas de lois qui ont justement pour lutter contre les sources islamiques dans les clubs de sport. Ça a fait beaucoup la une dans le foot, entre autres, où en fait, les clubs ont été l'un des acteurs pour détecter, etc. Il y a eu beaucoup de formations sur ce sujet-là. Après, ils se sont aussi aperçus que en fait, dans le club de sport, il y avait toute la jeunesse qui passait et que c'était un moyen de renforcer ce lien avec la société. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. L'autre chose aussi, ce qui va jouer énormément, c'est les moyens financiers. C'est-à-dire que le fait que ce soit géré par les clubs va permettre de toucher plus facilement les différents acteurs, entre autres les jeunes, à moindre coût, en fait. Puisqu'en fait, on a déjà des structures qui accueillent les jeunes Donc, ce qui permet à d'autres structures dans l'animation de toucher tous ceux qui ne font pas du sport. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement récent, et tu as raison, Bruno. Il y a encore 10 ou 15 ans, entre autres, les subventions étaient vraiment fléchées sur la pratique sportive et la pratique plutôt élitiste. Et après, petit à petit, on a glissé sur l'aspect sociétal parce qu'en fait, ils sont aperçus que le rapport gain-coût leur était très favorable, en fait, tous les éducateurs touchent directement l'ensemble de la jeunesse. L'autre chose aussi, aujourd'hui, par exemple, vous n'avez plus une formation d'éducateur sportif, etc., sans qu'il y ait des modules sur la laïcité, sur la citoyenneté, etc., un peu comme on retrouve l'éducation civique à l'école, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi un moyen de renforcer tout ce système qu'on retrouve à l'école sur l'éducation citoyenne, l'éducation civique, etc., et ben on retrouve dans le secteur sportif. Mais ça joue sur les fonds et sur l'impact, en fait. On est vraiment sur les deux volets. Ce qui peut poser, ce qui n'est pas évident pour les dirigeants, parce que les dirigeants sportifs, eux, ce qui prime, c'est la pratique sportive, et là, on leur demande de faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas forcément formés ou ils n'ont pas forcément tous les moyens. C'est pour ça que les subventions sont fléchées là-dessus et de moins en moins sur le secteur sportif, pratique compétition. Ce qui reste encore jouable au niveau national, entre autres à l'ANS, c'est que l'ANS va continuer à financer le très haut niveau. Ça, c'est une certitude. Pour le reste, ça va devenir de plus en plus compliqué et on va retrouver de plus en plus de subventions sur les actions sociétales. Ça, c'est certain. Et même sur le haut niveau, ils vont vraiment, cibler les moyens, en fait. C'est-à-dire, là, par exemple, il y a ce qui a fortement diminué, mais on en parlera à la fin, c'est les sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles. Le nombre a fortement diminué, justement, pour que ça coûte moins cher et pour cibler les moyens sur vraiment les gens médaillables, quoi. J'en discutais avec un collègue qui est au cabinet, lui, ce qui compte, c'est le nombre de médailles. Donc, et là, par exemple, pour le tennis de table, si on a autant de moyens, c'est parce qu'on est passé d'une fédération non médaillable à une fédération médaillable.
On a changé de statut, en fait. Et ce qui nous a fait, entre autres, changer de statut, c'est l'arrivée de Pretica, dans un premier temps, et après l'arrivée des Lebrun, très clairement. Voilà. Il y a eu Simon, Pretica, et maintenant les Lebrun. Donc là, on a changé le statut. Le jour où on repassera à une fédération non médaillable, on aura beaucoup moins de moyens financiers. Alors, moyens financiers, il y aura les deux, parce qu'il y a les moyens financiers, il y aura les cadres d'État également. D'autres questions? Je n'en vois pas. Eh bien, on continue. Alors, des ligues licenciées. Donc, en fait, la fédération va déléguer aux ligues et aux comités sa délégation, son organisation. Et les clubs vont, les licenciés, les adhérents vont adhérer au club, et les clubs vont adhérer à leur tour à la fédération via les ligues et via les comités ou les ligues. Et en fait, ce système-là, on le retrouve aussi dans toute l'organisation administrative de l'État. C'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, je vais avoir le gouvernement, ou l'État avec l'ANS, etc. Au niveau des ligues, je vais avoir les régions. Au niveau des comités, je vais avoir les départements. Au niveau des clubs, je vais avoir les communes. Au niveau des adhérents, je vais avoir les citoyens. Et on retrouve ce système-là partout. C'est-à-dire qu'en fait, le premier interlocuteur d'un comité départemental, c'est le département. Le premier interlocuteur d'une ligue, c'est la région. C'est son échelon de référence, on appelle ça. Et on le retrouve aussi, tout à l'heure, je vous parlais du comité olympique, on va retrouver la même chose avec les crosses et les CDOS. Je vous parlais du ministère, on va retrouver la même chose avec le ministère des Sports, puisqu'on va retrouver les DRAGES au niveau des régions et le ministère au niveau national. Donc en fait, on a toujours cette organisation-là. Ensuite, dans les statuts de la fédération, il a été défini les ligues et les comités départementaux. Donc les ligues, ils sont chargés de représenter la fédération dans leur territoire respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie des missions de la fédération. Donc encore une fois, ça veut dire que moi, fédération, je délègue à une ligue la possibilité de représenter le tennis de table et donc de me représenter sur l'ensemble du territoire. Donc en l'occurrence, on est sur les régions administratives. Pour les comités départementaux, c'est la même chose. Et on représente sur un territoire la fédération. Et j'insiste bien que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les ligues et les comités. Il n'y a pas de lien, en tout cas, hiérarchique. Les deux sont les émanations de la fédération. D'ailleurs, à chaque fois qu'on veut changer une ligue ou un comité, ça passe par le Conseil fédéral. La dernière fois, ça a été lors des fusions des ligues, dans le cadre de la réforme de la loi NOTRe sur la réforme territoriale, où effectivement les ligues ont fusionné et c'est repassé en Conseil fédéral pour créer les nouvelles ligues. Voilà. Donc en fait, les ligues et les comités vont être chargés de représenter la fédération sur le territoire. C'est pour ça que les ligues et les comités, en fonction de l'organisation territoriale, peuvent percevoir la part ligue, la part comité et la part fédé. Au-delà de ça, j'insiste bien là-dessus, il y a la partie financière aussi, puisque si jamais une ligue, un comité se retrouve en difficulté financière, ça peut engager la responsabilité de la fédération. A contrario, les clubs, eux, ce sont les associations qui décident d'adhérer à la fédération, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, à partir du moment où elle adhère à la fédération, comme un adhérent adhère à un club, ça doit être en phase avec tout ce qui est règlement intérieur, statut, etc., et dans le respect de tout ce qui est dicté par la fédération. Donc, les ligues et les comités, c'est plutôt descendant, puisque c'est la fédération qui délègue à 2 instances régionales et départementales. Les clubs, c'est un acte d'adhésion à une fédération. C'est pour ça que c'est les clubs qui votent. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Toujours pas? Eh bien, on va passer sur la dernière partie alors. Peut-être qu'il y aura des questions à la fin. Après, au-delà de tout ça, la fédération elle a 2 missions. Il y a la gestion des listes de haut niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les sportifs, alors pas que les sportifs, mais certains acteurs ont la possibilité d'être sur les listes de haut niveau. Ces listes de niveau, ça donne la possibilité aux personnes qui y sont, soit on va voir pour les arbitres et les juges d'avoir des aménagements professionnels, mais également pour les sportifs d'avoir des aides et des financements supplémentaires.
tout à l'heure, on parlait du financement. La fédération de tennis de table et d'autres fédérations ont dû diminuer drastiquement le nombre de sportifs concernés pour justement que l'enveloppe diminue et que l'argent soit plus ciblé sur les sportifs avec un réel potentiel. Donc en fait, il y a 4 listes. La première, c'est la liste des sportifs de haut niveau. Donc sur lequel on va trouver les mêmes joueurs de chacune des disciplines. La deuxième liste, c'est les sportifs espoirs. Donc en fait, là, on va retrouver tous les joueurs qui sont à potentiel, qui n'ont pas encore fait leur preuve, mais qui sont sur le point de défaire. Donc on parle bien d'espoir. Ensuite, on va avoir une liste de sportifs sur les collectifs nationaux. Donc les collectifs nationaux, en fait, c'est tous les sportifs qui œuvrent au sein d'une sélection nationale des équipes de France en préparation des compétitions de référence. Donc en fait, c'est tout ce qui est partenaire d'entraînement, etc. Voilà. Et enfin, vous avez une 4e liste qui sont les arbitres et juges de haut niveau. Donc c'est tous les arbitres, c'est certains arbitres, pour ceux qui sont, parce que je crois qu'il y en a dans le public, dans l'assistance, donc ils sont arbitres internationaux. Et en fonction des compétitions qu'ils font, ils peuvent être déclarés arbitres ou juges arbitres de haut niveau, ce qui peut leur permettre éventuellement d'avoir des aménagements professionnels. Moi, par exemple, quand j'étais à la Fédération du sport universitaire, pour le sport adapté, j'étais arbitre de haut niveau, et mon employeur m'a fait cadeau d'une semaine de congé pour participer à une compétition. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation particulière. Par contre, pour tous les sportifs, ça leur donne droit, ce statut-là leur donne droit à des aménagements et des aides supplémentaires. Et enfin, la dernière chose, la représentation internationale. Donc en fait, c'est la fédération aussi qui va financer à l'aide, tout à l'heure, je vous disais que le haut niveau, c'était une subvention d'1 million. Donc le haut niveau, c'est aussi des charges de l'ordre de 2,6 millions à peu près. Donc ça veut dire que la fédération met 1,3 million sur ses fonds propres pour le haut niveau. Et dans ces charges-là, il y a toute la participation au circuit de la WTT. Donc tout le monde en a entendu parler. La WTT, c'est une société qui a été créée par les TTF et qui était chargée d'organiser toutes les compétitions internationales. Donc en fait, ils ont fait un circuit un peu à l'exemple du tennis, voilà, avec le WTT Series, donc qui regroupe les meilleurs joueurs mondiaux. Donc il y a le Grand Smash, c'est le plus haut. Après, on a le final, on a le Champions qui était à Montpellier, le Star Contender et le Contender. Et après, on a le WTT Feder qui est la catégorie en dessous et qui va permettre aux joueurs soit de progresser, soit de revenir, par exemple, suite à une blessure, etc. Ils vont pouvoir refaire des points sur le WTT Fender pour ensuite réintégrer le WTT Series. Donc, en fait, sur toutes ces compétitions-là, les joueurs marquent des points en fonction du niveau atteint. C'est-à-dire, 8e de finale, c'est un point, quart de finaliste, c'est un point, demi-finaliste, c'est un point, finaliste et gagnant, c'est un point. Et ça sert à faire la ranking, qui va servir de ranking de référence, entre autres, pour les Jeux Olympiques. Voilà. Et pour que les joueurs fassent très régulièrement des compétitions, les points sont valables 12 mois. C'est-à-dire qu'à la fin des 12 mois, tous les mois, vous perdez les points de l'année d'avant. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le joueur qui ne fait pas de compétition, non seulement il ne marquera pas de points, mais il va perdre des points. Donc, ça incite à faire le WTT Series pour marquer un maximum de points pour avoir le meilleur classement mondial possible. Voilà. Donc la fédération française a participé à l'organisation du WTT champion de Montpellier, voilà, qui sera renouvelé l'année prochaine probablement. Mais et là, c'est la WTT qui l'a financé. Dans d'autres villes, etc., c'est un accord d'organisateur. En fait, la WTT, comme la fédération, délègue à une ville, un organisateur, l'organisation de la compétition. Ces WTT-là permettent aussi aux joueurs de vivre du tennis de table, puisqu'en fonction des résultats sportifs, vous avez les prize money. Voilà. Mais ça complexifie également les championnats nationaux, puisqu'en fait, on se retrouve, et ça a été le cas en Allemagne par exemple, mais également en France, avec des joueurs qui doivent faire les WTT Series pour marquer des points, alors qu'ils ont des matchs dans les championnats nationaux au titre de leur contrat de travail avec le club. Et vous avez des joueurs qui commencent à contester ce système-là.
Pour votre information, quand je vous dis que la fédération finance les joueurs qui y participent, si vous voyez les frères Lebrun, pour ne parler que d'eux, mais c'est valable aussi pour tous les joueurs, donc si je joue avec les maillots équipe de France, ça veut dire que c'est la fédération qui finance cette compétition-là parce qu'elle est importante. Si jamais c'est juste le C du joueur et qu'il n'y a pas d'enjeu pour la fédération, vous verrez, le joueur il joue avec son maillot de partenaire, donc son maillot de club, ou le maillot de son sponsor. Voilà. Donc ça permet tout de suite de voir qui est en charge de quoi. Voilà. Et là, ils viennent de créer le même principe pour le para-tennis de table, donc tout ce qui est handi. Alors le handi, donc aujourd'hui c'est géré en France, en tout cas par 2 autres fédérations. On va retrouver la Fédération française handisport qui va gérer tout ce qui est handicap physique et la Fédération française de sport adapté pour le handicap mental et psychique. Et donc, ils viennent de faire le même type de tournoi pour le handi, aussi bien physique que mental. Donc, il va falloir travailler avec les 2 autres fédérations pour voir comment ça se passe. Voilà. C'est tout nouveau, c'est sorti il y a une quinzaine de jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou pas du tout? Tu m'avais dit 1 heure, Frédéric, je pense que je suis à peu près dans les temps. Avec le micro, mais je ne vais encore pas après lire sur les lèvres. Je disais, on est bien, tu étais parfait. Je faisais des témoignages, des questions pour compléter éventuellement. Mais écoutez, je ne sais pas, est-ce que ça vous a intéressé ou pas du tout? Est-ce que vous saviez déjà? Je ne sais pas, vos réactions? Il y a Delphine qui veut intervenir. Il y a Delphine qui veut prendre la parole. En fait, c'était pour dire que c'était très clair. Alors, c'est vrai qu'ayant participé à une formation sur les 300 dirigeantes, il y avait des choses que je savais déjà, mais justement, là, plus particulièrement pour la Fédé, ça a été, tout est traité. J'ai beaucoup apprécié la visio de ce soir. C'est gentil, puis bravo Adrien. Voilà. Ok. En tout cas, moi, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter le partage, ce sera plus sympa. On n'est pas dans l'état de ton petit GIF, j'espère. Pourtant, la partie juridique, c'est pas la plus comment. Non. Mais en fait, moi, je me suis intéressé dans la partie juridique parce que il y a beaucoup dans le sport. À un moment, il y avait beaucoup de on m'a dit que, etc. Et en fait, c'est pas avec des on m'a dit qu'on fait avancer la chose. Et c'est vrai que je me suis vite intéressé au code du sport un peu pour rentrer un peu plus dedans. Et après, professionnellement, j'ai beaucoup travaillé dessus au niveau du sport U. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et qui permettent de mieux comprendre l'organisation du sport en France. Et entre autres, moi, on m'avait dit que, par exemple, on m'a dit, ouais, mais en fait, les comités dépendent de la ligue, quoi. Ben non, en fait, pas du tout, quoi. Donc, ils vont travailler avec, mais c'est 2 choses différentes. On m'avait dit que tout le monde devait être licencié. On m'avait dit qu'il y avait des fausses licences. Ben non, il y a des fausses licences. Il y a des licences avec une temporalité différente. Il y a des licences avec des droits différents, mais une licence, c'est quelque chose de normé. Et en fait, ça permet un petit peu de remettre les choses à leur place et d'avoir une vision plus juste de l'organisation du sport en France. Et c'est important parce que là, on voit bien que ça commence, la mouvance du sport en France s'accentue. Ça fait plusieurs années, on dit on passe un ministère, un secrétariat d'État, on repasse un ministère. Il y avait des bruits de couloir sur l'avenir du ministère après les Jeux. Enfin, voilà, on est en pleine réorganisation. Et en fait, celui qui va gérer cette réorganisation, c'est le législateur, puisque c'est à travers les lois qui vont complètement modifier le paysage des fédérations sportives, quoi. Et quand je parle des fédérations sportives, j'inclus absolument dedans les ligues et les comités, moins les clubs parce que les clubs adhèrent, mais les ligues et les comités vont être fortement impactés aussi au même titre que les fédérations. Tu as levé la main, Bruno? Et Adrien, tu as évoqué tout à l'heure la position particulière des CTS, des cadres techniques d'État que le ministère des Sports met à disposition des fédérations. Peut-être vous allez faire une réponse à 2, Adrien et Frédéric, qui peut témoigner peut-être. Peut-être d'aller un peu plus loin sur cette situation particulière, parce que finalement, il y a une position. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un double management, par exemple? Est-ce que
est-ce que ça veut dire que les cadres d'État ont une responsabilité particulière par rapport à la délégation de services publics et à la mise en œuvre de politiques publiques, etc. Enfin, je voudrais bien vous entendre tous les deux là-dessus. Tu peux commencer, Adrien. Donc, je suis cadre d'État depuis 1997, donc c'est quelques années. J'ai vu passer, comme l'a dit Adrien, pas mal de ministres, de secrétaires d'État, etc. On a vraiment un statut particulier, parce qu'on a déjà un terme administratif qui n'existe que pour le corps des conseils techniques sportifs. On est placé auprès de la fédération. On n'est ni à disposition, ni en détachement, on est placé auprès. Ça veut dire que c'est le ministère qui nous paye. Donc, on est fonctionnaire. Et puis, on assure auprès de la fédération une mission de service public. Et notamment, le directeur technique national, Jean-Nicolas Baolier pour nous, veille, a pour mission la mise en place de la délégation de service public de la fédération. Adrien l'a évoqué, il y a le sport de haut niveau, par exemple, des aspects de développement, des politiques publiques à porter sur l'équité, par exemple, l'accès au sport pour les publics féminins, pour les personnes en situation de handicap, à certains moments, en fonction d'événements qui peuvent se passer, il y a d'autres politiques publiques qui sont prégnantes, comme la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ce moment, qui est une priorité du ministère, et malheureusement, vous savez pourquoi. Donc, le DTN, il est garant de cette mise en œuvre. Et puis, on a un statut particulier, parce qu'on a 3 référents. Quand on est cadre technique, on a 3 référents. Le directeur régional, alors maintenant, ce n'est plus les directions régionales jeunesse et sport, mais la direction des sports via les structures déconcentrées. Moi, par exemple, je suis affecté à la Dragesse Île-de-France. Et donc, en cela, la Dragesse Île-de-France, la directrice régionale, c'est une femme, signe ma lettre de mission, tout comme le directeur technique national, qui, lui, va fixer mes missions et puis va signer également avec la Dragesse cette lettre de mission. Et puis, on a une situation particulière avec les élus, forcément, puisque, par exemple, moi, je travaillais avec Bruno sur le pôle formation-emploi. Bruno n'est pas mon patron, Gilles Herbe n'est pas mon patron. Par contre, on a une relation fonctionnelle forcément avec. Voilà, donc c'est assez complexe. C'est une situation complexe, mais c'est une vraie richesse pour le sport français. C'est une particularité. On est le seul pays à avoir ce statut spécifique de fonctionnaire placé auprès des fédérations ou des ligues. C'est vrai qu'aujourd'hui, au tennis de table, il n'y a plus beaucoup de cadres techniques en région, mais il y a d'autres fédérations où il reste encore un nombre important de cadres techniques en région. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Bruno, et ça vous éclaircit. Après, pour compléter, Frédéric, ça a été il y a eu beaucoup jusqu'en 2017 à peu près, il y a eu beaucoup de litiges dans les fédérations sportives avec les CTS du fait de cette ambiguïté justement de cette ambiguïté de statut, et entre autres sur les compléments de rémunération où c'était assimilé pour certains des contrats de travail, etc. Donc ça a été clarifié avec un VADEMECOM en 2017, donc là ça a permis de clarifier une situation. Mais au-delà de ce qu'aimait Frédéric, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire que d'un côté, on les exerce leur mission auprès de leur fédération, etc. Et il faut qu'il y ait une bonne entente. Parce que Jean-Nicolas, par exemple, donc il dépend. Alors, Jean-Nicolas doit être rattaché à l'Île-de-France aussi, Frédéric, si je ne me trompe pas, non? Ou peut-être à Montpellier, je sais lui, même il est pas. rattaché, c'est spécifique, lui, il est rattaché directement à la direction des sports. Direction des sports. Voilà, sa patronne, c'est la directrice des sports. Donc, il est rattaché à la direction des sports. Il a des ressources pour le haut niveau qui viennent du ministère de l'ANS. Et d'un autre côté, il a aussi des ressources qui viennent de la fédération. Donc, elles dépendent des élus, en fait. C'est-à-dire que c'est les élus, à travers le vote du budget prévisionnel, qui disent, bah voilà, on met tant d'argent sur le haut niveau, etc. Donc, en fait, si jamais il n'y a pas une bonne entente entre les CTS, les élus au sein d'une fédération, on peut vite arriver à des situations très, très compliquées. Et c'est pour ça qu'il était d'usage de dire à un moment, il fallait que dans les fédérations, il y ait un couple DTN président relativement fort pour que la fédération puisse avancer.
Parce qu'en fait, les deux ont un pouvoir qui est complètement différent, quoi. Donc, il faut absolument que tout le monde aille dans le même sens, et ça a donné lieu à quelques clashs dans certaines fédérations, beaucoup moins maintenant, vraiment beaucoup moins, mais il y a eu des époques où oui, c'était relativement conflictuel. Là, maintenant, tout le monde a compris, de toute façon, fallait que tout le monde œuvre dans le même sens, et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors après, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que dans les CTS, il y en a qui sont sous ce qu'on appelle contrat PO, préparation olympique, et donc c'est un statut un peu particulier, où c'est un nombre limité d'entraîneurs qui œuvrent dans le cadre de la préparation olympique et qui exercent leur mission auprès de la fédération, comme les autres, mais qui ont des statuts un petit peu particuliers qui peuvent être contractuels. Il y a une question de Corinne. Je peux peut-être y répondre. En fait, Oui. je demandais. En fait, Ouais, vas-y. oui, je précise un peu ma question parce que là, elle est un peu abrupte. Pardon. C'est que effectivement, merci Adrien, on comprend bien la complexité. Enfin, on perçoit la complexité, mais c'est vrai que comme vous le savez tous, hein, la difficulté, c'est que cette vision-là, vous l'avez, en tout cas certains d'entre vous. Mais je dirais que pour le licencié lambda, il a un problème. Et pour lui, enfin, c'est tout ça, c'est la même machine finalement. C'est la même machine. Donc, que le gars il soit payé avec des primes ou pas du ministère, de l'ANS, etc. À la limite, il sait pas. Et puis, je dirais même, il s'en fout. Et donc, on entend souvent cette remarque. J'appelle la Fédé, personne ne me répond. Et finalement, c'est là un peu je veux dire, entre cette complexité que certains d'entre vous, en tout cas, connaissent, d'autres perçoivent, et l'un des 220 000 licenciés qui a un problème, euh, comment on arrive, voilà, comment on fait ce lien, comment on met du lien, et puis effectivement, moi-même, ces temps-ci, j'ai essayé 2-3 fois d'appeler la fédération au numéro magique, et j'ai personne qui me répond. Et donc, comment vous imaginez qu'on arrive à faire un peu ce lien entre le licencié et puis cette grosse machine complexe où j'ai des salariés, des élus et, euh, et des cadres techniques. Qui veut répondre? Bon, Bruno, je peux. Comme tu veux. Tu peux commencer, Isabelle, et puis je peux compléter. Alors bon, moi, ce que je sais de comment est organisé le standard au niveau de la Fédé, c'est qu'il y a un roulement qui se fait d'un pôle sur l'autre avec une permanence, et après, à charge à celui qui est de permanence d'orienter correctement les appels. Après, effectivement, entre l'appel, comment va-t-il être reçu et traité, voilà, derrière, je ne sais pas. Alors après, non, en principe, sur le site fédéral, qui d'ailleurs va être en refonte totale, il y a les coordonnées des personnes à contacter, mais c'est peut-être pas forcément le réflexe qu'a un licencié. Il y a peut-être quelque chose à chercher là derrière pour pouvoir répondre plus favorablement à ce type de situation, quoi. Je te laisse. Ma question, elle est un peu. Oui. Je l'écris comme ça, mais parce que finalement, c'est un peu la question que beaucoup d'entre nous se posent, tu vois. Il y a plusieurs niveaux de ce que vient de nous questions. expliquer Adrien, qui est assez clair, en tout cas dans sa tête. Enfin, puis voilà, donc ce qu'il écrit, c'est clair. Mais après, le lien à l'utilisation quotidienne par le reste du monde. C'est là où ça pêche un peu. Je me permets d'intervenir, il y a plusieurs niveaux dans la question. Il y a effectivement la relation déjà entre l'adhérent et puis le club. L'adhérent qui est malheureusement très souvent un consommateur, voilà, et qui vient consommer un service, une activité dans un club qui fonctionne avec des bénévoles et puis qui a de plus en plus tendance à comparer
son club de bénévoles à une structure privée qui est un club de forme, etc., qui est une structure privée avec des professionnels, et donc forcément qui va apporter un service différent. Donc il y a cette complexité-là à gérer. Puis la complexité pour une fédération, mais même une ligue ou un comité, hein, de garder le lien et le contact avec ces clubs, hein, parce que c'est dans les clubs que la pratique se fait, hein, c'est pas la fédération, et puis d'apporter un service qui soit conforme aux attentes. C'est un des enjeux, et Corinne, chaque même si on n'arrive pas forcément à répondre tout le temps aux attentes des clubs, c'est vraiment, moi je vois bien dans les réunions qu'on a avec les collègues, les réunions de direction, c'est vraiment une préoccupation qu'on a constamment, c'est de dire est-ce que ce qu'on va faire là, est-ce que ça va correspondre aux attentes des clubs? Le bon exemple, c'est cette série de webinaires. On a passé pas mal de temps avec Adrien, Isabelle, Bruno, Thibaut, etc., à réfléchir le format, à l'adapter, à le modifier, puis pour qu'un maximum de personnes puissent participer et se sentir accompagnées. Voilà, donc ça, c'est un exemple de réponse concrète par rapport à ça. Puis après, il y a des problèmes fonctionnels, j'entends, hein, je ferai remonter. Le fait que personne ne réponde au téléphone, c'est pas normal, parce qu'on a des process de réponse et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reparlerai également pour savoir. Non, mais là, je provoque un peu en disant ça. Hein, non, mais c'est intéressant qu'on ait remonté là aussi. Hein. C'est pas, je provoque un peu, mais c'est un peu vrai. Mais si tu veux, moi, je trouve ça évidemment très bien ce qui est fait aujourd'hui. Hein. Mais tu vois, on est 14, peut-être même y compris avec vous. Donc, le sujet, il est hyper intéressant. Là, on est 14 avec ou sans vous, j'en sais rien. Et de l'autre côté, il y a 220 000 licenciés qui se posent plein de questions, mais qui, comme tu le dis, sont pour beaucoup et de plus en plus des consommateurs. Donc là, on a quand même un monde entre les deux, quoi. Alors, je nuance un peu, on est 14 ce soir, mais il y a 135 inscrits sur l'ensemble des webinaires. On est plutôt très contents. J'ai beaucoup, là c'est le deuxième, mais déjà la première fois, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent avant le webinaire. Là, j'ai reçu plein de mails ce soir en disant je suis désolé, je dois relancer dans mon club, j'ai un truc pas prévu, donc est-ce qu'on pourra voir le replay? C'est pour ça qu'on fait les replays. Et on pourra voir d'ailleurs les replays, c'est intéressant, on aura le nombre de vues sur le replay, voir comment les personnes qui n'étaient pas là ce soir peuvent suivre. Puis là, l'enjeu de ces webinaires aussi, c'est que les personnes puissent piocher sur des thématiques qu'ils maîtrisent moins, notamment. Alors, après, le même souci, je note bien, ce problème de standard, je vais faire remonter. Après, Corinne, je pense que parce que ça se complexifie, parce que la Fédé, moi, j'ai fait un premier mandat de 2008 à 2012, ça n'avait une personne au standard et ça allait très bien. Aujourd'hui, on voit que le fonctionnement est complètement différent. On a la chance sur le site internet d'avoir les organigrammes avec les coordonnées de tout le monde, etc. Ça facilite quand même, à partir du moment où l'interlocuteur est identifié, on a directement les coordonnées, ça peut faciliter la donne aussi, quoi. Mais il n'y a pas de solution idéale, je suis d'accord. Je compléterai. Je remercie Corinne de la question, même abrupte, ça me va. Oui, hein, c'est-à-dire que moi, il y avait longtemps que je l'avais entendu et je pense qu'il y a eu des gros efforts de fait en termes d'organisation. Donc là, si à nouveau il y a eu un souci, il faut le dire, il faut remonter. Donc Frédéric, je te remercie d'alerter les collègues et puis de faire en sorte qu'on rappelle Corinne pour identifier sa demande. Ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, moi, je pense qu'à travers cette série de webinaires, on a aussi l'ambition de toujours renforcer le lien fédéral. C'est-à-dire, moi, je parle souvent de la maison commune, hein, c'est notre maison commune. Et donc, du point de vue du licencié, on lui doit un certain nombre de services, les uns ou les autres, en fonction de nos missions, de nos responsabilités, de la proximité, etc., etc. Donc, plus on aura d'élus ou de dirigeants formés sur l'organisation du sport, l'organisation fédérale, à travers des webinaires de ce type-là, d'identifier des interlocuteurs, de mettre des visages sur des noms et des fonctions, meilleure sera la relation aux licenciés et aux clubs. Donc,
à côté aussi de cette série de webinaires, de formations qu'on peut proposer et qui a, je pense, favorisé cette relation fédérale, il y a une amélioration aussi des newsletters avec des newsletters ciblés sur les dirigeants. Je crois d'ailleurs que celle de ce mois est tombée aujourd'hui dans nos boîtes mail, hein, la newsletter à vos services, qui est vraiment une information dédiée aux dirigeants. Et ce dont on s'est rendu compte au fil du mandat et que petit à petit on améliore, c'est qu'il y a une difficulté autour des adresses mail, par exemple. Donc on voit bien que c'est une grosse machine et que fluidifier l'information, c'est encore un enjeu. On est en 2024 et c'est toujours un enjeu. Donc, si à tous les niveaux, club, comité, ligue, fédération, on est vigilant sur la qualité des données des licenciés et des dirigeants, eh bien, mécaniquement, on va améliorer aussi la circulation des informations. Et puis, je rajouterai enfin, parce que c'était aussi dans une de mes missions sur cette Olympiade, c'est la création d'un pôle accompagnement des clubs et des territoires, dirigé par Mallory Lasnier, qui est en place depuis 3 ans maintenant, et qui avait pour mission justement là aussi de sillonner les territoires, de valoriser les initiatives et de structurer à travers des conventions entre la fédération et les territoires l'offre de services vers les clubs. Je vais pas trop m'étaler, mais ça fera l'objet d'un des épisodes suivants de cette série de webinaires. Le prochain. Mais voilà en tout cas plusieurs pistes pour faire en sorte que la fédération, quelle que soit sa représentation, je veux dire par là régionale, départementale ou club, eh bien, que la relation avec le licencié soit plus prégnante, plus facile, plus directe peut-être. Et je pense que ce que tu as posé là comme problématique, il y a beaucoup d'organisations verticales nationales qui rencontrent ce type de problème. Et donc, je pense modestement qu'on a avancé pendant ces dernières années, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, voilà en quelques mots ce que j'avais envie d'apporter comme élément de réponse à ce que tu as dit, Corinne. Non, mais j'hésite un peu provocant. Merci pour vos réponses les plus éclairantes, parce que c'est vrai que c'est des questions que j'entends autour de moi. C'est vrai que on se sent pas toujours très armé pour y répondre. Voilà. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Eh bien, on va conclure, je pense, Isabelle, si tu veux conclure. Oui, avec plaisir. Donc, merci pour votre participation. Effectivement, c'est intéressant d'avoir de reposer le décor de l'organisation du sport en France et particulièrement du sport dans le tennis de table. C'est vrai qu'Adrien, c'est un sujet que, entre autres, il maîtrise bien. C'est aussi l'occasion de pouvoir effectivement échanger sur votre vécu et les éventuels besoins que vous auriez, que vous pourriez nous faire remonter. Nous avons donc nous sommes à la deuxième séquence de ce parcours de dirigeant. La troisième sera le 12 décembre à 18h30 avec donc la participation, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y a quelques intervenants, et qui portera particulièrement sur les outils administratifs, les outils de développement, l'offre sportive. Et voilà, donc pour en tout cas les nouveaux dirigeants ou un petit peu moins nouveaux, l'occasion de resituer tout ce contexte-là, les outils et l'offre sportive. Voilà, est-ce que quelqu'un veut conclure autre chose? Sinon, on vous donne rendez-vous à la prochaine séquence. Ah, je crois que Delphine a levé la main. Delphine a levé la main. Il y a quelque temps, donc on s'est inscrit pour cette formation.
Si quelqu'un veut l'intégrer en cours de route, est-ce que c'est possible Eh bien, elle est la bienvenue. Oui, D'accord, parfait. Donc, parce que j'ai quelques personnes qui seraient peut-être intéressées. Donc, ils font comment Il faut, le plus simple, c'est reprendre le lien d'inscription qu'on avait envoyé, puis de s'inscrire. Comme moi, c'est la base que je reprends moi pour envoyer les mails d'invitation à chaque webinaire. Donc, c'est le plus D'accord. simple, c'est qu'il est encore ouvert, hein, le formulaire ouvert, il s'inscrit dessus, il met son mail. Il fait attention à ne pas faire d'erreur, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont écrit leur mail avec des fautes, donc on ne peut pas les contacter. Et puis ensuite, il recevra pour le prochain, pour le 3e webinaire, il recevra l'invitation. D'accord, ok. Merci beaucoup. Eh bien, rien. merci. Et c'est pour ça que c'est important, je le disais à un dirigeant de mon club, pas plus tard que dimanche, samedi, il est important de renseigner dans la fiche de licence la bonne adresse mail, parce que lorsqu'on a des communications à faire auprès des dirigeants, bah, c'est quand même plus facile d'avoir effectivement la bonne adresse. Voilà. Allez, Eh ben, on vous merci souhaite à une tous. bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci. tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. À bientôt.